Bienvenue pour ce nouveau mardi dédié au thème de l'arbitrage organisé par le CMAP. Pour ceux qui ne connaissent pas le CMAP, c'est un centre qui a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui fête ses 25 ans cette année, qui propose des services de mode alternatif de règlement des différends, donc de la médiation intra, médiation inter et de l'arbitrage, bien évidemment, et on forme aussi à ces modes de règlement des différends via l'Institut 131, qui est notre organisme de formation. Avant qu'on démarre ce webinaire, quelques points pratiques. Je vais demander à chacun des participants de bien vouloir veiller à laisser le micro coupé pour éviter les bruits parasites. Il y aura un temps réservé à la fin de l'intervention pour poser les questions. Toutefois, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou on les prendra dans l'ordre d'arrivée à la fin. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point d'actu en arbitrage. Pour ce point d'actu, on a l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Julie Spinelli et Japarak Saleh. Julie Spinelli, elle est avocat au barreau de Paris, associée au sein du cabinet Le 16 Law, spécialisée en arbitrage et arbitre agréé au CMAP. Et Japarak Saleh est également avocat au barreau de Paris, associé au sein du cabinet Ténépic, spécialisé en arbitrage. Et elles vont nous entretenir aujourd'hui, du coup, des dernières jurisprudences en arbitrage. Donc, mesdames, je vous laisse la parole. Merci Marie. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur de prendre la parole en premier et je souhaite d'abord attirer votre attention sur le fait que le panorama que nous allons vous présenter avec Julie n'a pas la prétention d'être exhaustif. C'est simplement une sélection de jurisprudences récentes qui ont retenu notre attention au cours de l'année qui s'est écoulée et on les a regroupées sous 5 thématiques: la convention d'arbitrage, la constitution du tribunal arbitral, le juge d'appui, le contrôle de la compétence et enfin la responsabilité de l'arbitre. Je vais aborder la question de la validité de la convention d'arbitrage et puis je laisserai la parole à Julie qui vous parlera de la constitution du tribunal arbitral. Donc, comme je vous l'ai annoncé, je commence ce point sur l'actualité jurisprudentielle en partant du commencement. Et en matière d'arbitrage, le commencement, c'est la clause d'arbitrage. Je vais donc vous parler de l'actualité jurisprudentielle en matière de validité de la convention d'arbitrage. Mais avant de faire ça, je pense que c'est important de faire un petit retour en arrière. Comme vous le savez, depuis la réforme de 2011, on a 2 articles dans le Code de procédure civile qui traitent de la convention d'arbitrage. Ce sont les articles 1507 et 1508 du Code de procédure civile. En vertu du premier, la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. Et le second article dispose, quant à lui, que la clause compromissoire peut directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure désigner le ou les arbitres pour prévoir les modalités de leur désignation. En réalité, on a une 3e disposition du Code de procédure civile qui traite de la convention d'arbitrage, même si cette disposition-là ne figure pas sous le chapitre propre à la convention d'arbitrage. C'est l'article 1447 du Code de procédure civile qui codifie une règle qui a été consacrée en 1972 dans un arrêt Hecht, en vertu de cette règle, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Alors, près de 40 ans après l'arrêt Hecht, puisque c'était en 72 et on est en 2020-2021 dans le cadre du panorama qu'on vous présente avec Julie, la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer de nouveau sur la validité de la clause compromissoire. Et elle l'a fait dans 2 cadres spécifiques. Le premier, c'est en présence d'un déséquilibre significatif. C'est la saga Subway dont je vais vous parler dans un premier temps. Et le deuxième cas dont a eu à connaître la jurisprudence pour se prononcer sur la validité d'une clause d'arbitrage, c'est en présence d'un abus qui serait fait en présence d'un consommateur dans le contrat. Et ça, c'est l'arrêt PwC dont je vais vous parler ensuite. Donc, je commence par la saga Subway. À l'occasion de la saga Subway, les juridictions françaises ont pu s'interroger sur la validité
de clauses compromissoires qui étaient incluses dans les contrats de franchise entre Subway et ses franchisés. En fait, entre 2015 et 2020, Subway n'a pas fait que des sandwichs. Elle ne s'est pas contentée de fabriquer des sandwichs. Elle a aussi participé à 7 procédures devant la Cour d'appel de Paris, ce qui a donné naissance à une jurisprudence foisonnante en matière d'arbitrage. Et dans ces 7 procédures, Subway avait effectivement initié une procédure d'arbitrage contre ses franchisés français. Certains n'avaient pas pris part à la procédure d'arbitrage. D'autres avaient renoncé à faire valoir leurs droits en cours de route. Et ça explique que dans l'ensemble de ces 7 procédures, des sentences avaient été rendues par défaut, c'est-à-dire que la partie n'était pas présente, soit depuis le début, soit en cours de route, et donc la sentence était rendue sans qu'elle soit représentée ou ni présente. Et dans ces 7 procédures, Subway avait obtenu gain de cause puisque les franchisés avaient été condamnés au paiement de dommages et intérêts pour violation du contrat de franchise. Les 7 franchisés Subway avaient ensuite formé appel contre les ordonnances d'exéquatur qui avaient été obtenues par Subway en France. Et en parallèle à ces procédures, et ce dès 2015, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, a effectué une enquête qui portait sur les relations entre Subway et ses franchisés, en portant une attention particulière aux clauses contractuelles et aux pratiques commerciales entre ses franchisés et leurs franchiseurs. Et vous allez le voir en prêtant une attention particulière à la clause d'arbitrage dans ce cadre-là. En 2016, le ministre de l'Économie et des Finances avait assigné Subway sur le fondement de l'article L442-6-1, deuxièmement, de l'ancien Code de commerce, relatif au déséquilibre significatif. Et tout ça a donné lieu à un jugement dont je vais vous parler un peu plus en détail, qui a été rendu, je crois, en octobre 2020. Donc, d'abord, je vais vous parler des 7 arrêts de la Cour d'appel de Paris, puisque le dernier en date remonte également à 2020, fin 2020. Et puis, on abordera dans un second temps la décision qui a été rendue par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l'action intentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Alors, devant la Cour d'appel, plusieurs questions avaient été soulevées par les franchisés. Une des questions qui avait été posée par certains d'entre eux était celui du sort des demandes de sursis à statuer, que certains franchisés avaient dit, puisqu'il y a une action qui est en cours du ministre de l'Économie et des Finances, nous demandons le sursis à statuer dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de l'exéquatur. C'était 3 franchisés qui avaient sollicité un tel sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris relative à l'action du ministre de l'Économie et des Finances. Alors, la Cour d'appel de Paris n'a pas fait droit à ces demandes. Elle a notamment considéré que l'action du ministre n'avait qu'un fondement purement interne et ne pouvait donc exercer une influence sur le contrôle de la sentence arbitrale internationale. Alors, l'autre question plus importante qui avait été soulevée par les franchisés devant la Cour d'appel de Paris était celle de l'incompétence du tribunal arbitral. Et c'est là-dessus où on va toucher à la matière dont je vous parlais, qui est celle de la validité de la convention d'arbitrage. On avait 3 franchisés qui prétendaient que le tribunal arbitral était incompétent au motif que la clause d'arbitrage était nulle, car il existait un déséquilibre significatif au sein de la relation commerciale entre franchisés et franchiseurs, à l'avantage de Subway, évidemment. Alors, selon les franchisés, ce déséquilibre significatif découlait notamment de la clause d'arbitrage et plus globalement du contrat de franchise dans son ensemble. En réponse à ces allégations, Subway avait indiqué que les franchisés n'avaient pas soulevé ce point devant l'arbitre et que dès lors, ils étaient irrecevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour d'appel. Alors ça, Julie vous fera un petit point sur ces questions-là lorsqu'elle vous parlera de l'arrêt Schuner. Donc ça, c'était un premier argument qui était soulevé par Subway. Et de la même manière, Subway disait aussi
que ceux des franchisés qui n'avaient pas pris part à la procédure d'arbitrage ne pouvaient pas prétendre à l'incompétence du tribunal arbitral. En réalité, ça revenait à dire qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de ce vice éventuel en ne prenant pas part à l'arbitrage. Alors, la Cour d'appel de Paris a donné tort à Subway, estimant qu'on ne peut pas déduire de la défaillance d'une partie dans le cadre de l'arbitrage une renonciation à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral dans la phase ultérieure qui est celle de l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur ou du recours en annulation. Et donc, comme je vous le disais, Julie va vous dire un mot ensuite sur l'arrêt Schooner et il y a des similitudes entre ces deux affaires de ce point de vue-là. Alors, ensuite, pour justifier de l'incompétence du tribunal arbitral et de l'existence d'un déséquilibre significatif, 2 des franchisés invoquaient une privation du droit d'accès au juge au motif que la clause compromissoire prévoyait un arbitrage à New York qui était générateur de coûts procéduraux exorbitants et qui avait donc pour effet, selon eux, de les priver de leur droit d'agir en justice. Alors, sur ce point, la Cour d'appel a d'abord rappelé que le déséquilibre significatif qui atteindrait un contrat de franchise dans son ensemble est sans effet sur la validité de la clause compromissoire du fait de l'autonomie de celle-ci par rapport au contrat qui la contient. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Comme je vous le disais, ça a déjà été jugé en 1972. C'était l'arrêt Hecht. On a eu les suites de ça avec l'arrêt d'Alico notamment. Donc, rien de très nouveau de ce point de vue-là, si ce n'est qu'on ajoute le terme déséquilibre significatif pour dire si c'est tout le contrat qui est déséquilibré, ça ne suffit pas pour faire tomber la clause d'arbitrage. Alors, il y avait un autre argument qui était fait, et c'est celui-là qui retient le plus l'attention, c'est celui selon lequel la convention d'arbitrage aurait privé les franchisés d'accès au juge. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que c'était un argument qui était fait en lien avec la compétence, et donc sur le fondement de la nullité de la convention d'arbitrage. Et donc, on avait des franchisés qui disaient la clause d'arbitrage doit être considérée comme étant nulle, parce qu'elle me prive de la possibilité d'accéder au juge, puisque, comme je vous l'ai dit, le siège qui était prévu par cette clause d'arbitrage était à New York et que l'on connaît les coûts qui peuvent être liés à une telle convention, à une telle procédure arbitrale. Alors, sur ce point-là, la Cour d'appel de Paris a considéré que, faute d'être étayé en fait, le moyen ne pouvait être accueilli. En réalité, ce qui s'est passé ici, c'est que les franchisés n'ont pas été capables de produire des éléments de preuve démontrant quelle était leur situation financière à l'époque de l'arbitrage. Donc, ils n'ont pas pu rapporter la preuve de ce que le fait d'avoir été contraints d'avoir recours à l'arbitrage les aurait empêchés de faire valoir leurs droits. Ça signifie donc, à contrario, quand on lit l'arrêt de la Cour d'appel, qu'une clause d'arbitrage pourrait être nulle et donc priver les arbitres de leurs compétences si elle prive une partie d'accès au juge. Et ça signifie aussi que l'accès ou l'absence d'accès au juge s'apprécierait subjectivement en fonction de la situation patrimoniale de la partie faible. Et en fait, je vais reprendre l'attendu d'un des arrêts qui a été rendu dans le cadre de la saga Subway. Il nous a été dit « L'existence d'une clause compromissoire ne porte pas en elle-même privation de l'accès au juge et à un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais elle peut avoir pour effet de priver une partie d'accès au juge si cette partie est dans une situation financière délicate et qu'elle est capable d'en rapporter la preuve. Et dans ce cas-là, la clause pourrait être nulle, ou c'est du moins ce qu'on peut penser à la lecture de certains des arrêts rendus dans la saga Subway. Alors, encore quelques petits mots sur ces arrêts, puisqu'ils étaient nombreux. Une autre problématique sur laquelle la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de se prononcer dans le cadre de la saga Subway, c'était celle du procès équitable, qu'on avait 6 franchisés qui se plaignaient d'une violation du principe du contradictoire. Alors là, je sors un petit peu de la convention d'arbitrage, mais c'est pour vous donner, disons, une description complète
de la saga Subway. Et donc, ces 6 franchisés disaient, comme l'arbitrage s'est déroulé en langue anglaise, puisque le reproche portait sur la langue, ben, je n'ai pas pu faire valoir mes droits. Il y a eu une violation du principe du contradictoire. Il n'y a pas eu un respect de l'égalité des armes. À chaque fois, en utilisant une motivation différente avec des petites variations dans le raisonnement, la Cour d'appel a tenu cet argument en échec. Donc, par exemple, dans un des arrêts, la Cour d'appel a rejeté l'argument en indiquant que la circonstance que l'arbitrage avait eu lieu en anglais, conformément aux termes du contrat, ne constituait pas en soi une atteinte au principe de la contradiction. Dans un autre arrêt, la Cour d'appel a relevé que l'avocat d'un des franchisés avait répondu en anglais au cours de l'arbitrage. Et donc, la Cour d'appel a dit c'est un argument purement opportuniste. Vous avez pu comprendre, vous avez pu vous faire défendre. Donc, voilà. Dans un troisième arrêt, la Cour d'appel a rappelé que le franchisé avait reçu l'intégralité des pièces et qu'il avait eu un délai raisonnable pour se défendre, même si l'anglais ne lui était pas familier. Et enfin, dans 3 des arrêts, et c'est sans doute ça la solution la plus logique à apporter à la question qui était posée, la Cour d'appel a jugé que le fait que l'arbitrage ait eu lieu en anglais ne constituait pas une atteinte au principe de la contradiction et de l'égalité des armes, dès lors que c'était la langue qui avait été choisie par les parties dans une relation commerciale à caractère international. Alors, comme je vous l'ai dit, Subway, ce sont 7 arrêts de la Cour d'appel de Paris entre 2015 et 2020, mais c'est aussi un jugement du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l'action qui a été intentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Et c'est ce jugement que je vous propose d'examiner maintenant. C'est un jugement qui a été rendu le 13 octobre 2020. Et dans le cadre de ce jugement, le tribunal de commerce de Paris a examiné clause par clause un contrat de franchise Subway afin de déterminer s'il existait en son sein des équilibres significatifs. Alors, je vous préviens tout de suite, pour des arbitragistes, ce jugement est extrêmement choquant. Il démontre une inaptitude du tribunal de commerce à comprendre ce qu'est l'arbitrage, disons les choses clairement. Et donc, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, vous allez entendre des choses qui vont vous paraître assez hallucinantes. Alors, en l'occurrence, le contrat qui faisait l'objet d'un examen comportait une clause compromissoire qui prévoyait un arbitrage à New York. Le tribunal de commerce a d'abord estimé que les commerçants de détail, donc c'est comme ça qu'il a qualifié les franchisés, ne choisissent pas spontanément l'arbitrage comme mode de règlement des litiges. Il a ensuite relevé qu'un commerçant français n'accepte pas volontiers une clause compromissoire prévoyant un siège à New York. Et enfin, le tribunal de commerce a jugé que les nombreuses contraintes imposées aux franchisés à travers le contrat de franchise caractérisaient un déséquilibre significatif en faveur de ce franchisé. Et le tribunal de commerce a dit que l'accumulation et la conjonction de contraintes telles que la clause compromissoire, l'applicabilité du droit néerlandais, le choix de la loi anglaise, le choix du siège à New York, et là je cite le jugement, tant sur le plan juridique que culturel, constituent un déséquilibre significatif. Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la nullité de la clause compromissoire en ce qu'elle prévoyait que la procédure se déroulerait dans un pays autre que celui du franchisé. Et il a enjoint à Subway de cesser d'utiliser la clause compromissoire dans ses contrats sous réserve de l'éventuel rééquilibrage du contrat par une autre clause. Et donc, on est là dans un protectionnisme absolu qui est lié, certes, en partie au caractère de partie faible d'un franchisé par rapport au franchiseur, mais aussi qui est lié au fait qu'on considère que le franchisé étant français, il devrait pouvoir rester en France. Et ça, c'est donc complètement à l'opposé de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on voit en matière d'arbitrage international. Donc, il va falloir maintenant voir quelles suites vont être réservées à ce jugement. En tout cas, il peut être source d'inquiétude et il appelle à une certaine vigilance, notamment dans la rédaction des clauses compromissoires dans les contrats de franchise,
en attendant de savoir si la Cour d'appel, dans un autre arrêt Subway, viendrait à suivre cette logique ou pas, à l'ignorer complètement. En tout cas, pour le moment, ça pose un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas forcément encore les réponses. Alors, je vais ensuite vous parler d'un autre arrêt qui se rapproche de la saga Subway en ce qu'il traite aussi de la validité d'une convention d'arbitrage et en ce qu'il traite également des parties faibles dans un rapport qui comprendrait une clause compromissoire. Et donc, je vais vous parler de l'affaire PwC. Alors, tout comme la saga Subway pour laquelle j'ai publié un commentaire au bulletin de la CCI, j'ai aussi commenté cet arrêt-là dans la LJA. Donc, si vous voulez un détail plus exhaustif, je vous invite à vous y rapporter. Alors, pour ce qui est de l'arrêt PwC, on a un arrêt qui a été rendu le 30 septembre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a approuvé un arrêt d'appel qui avait remis en cause l'application du principe compétence-compétence en présence d'un consommateur avant d'écarter une clause d'arbitrage jugée abusive. Alors, quand on lit pour la première fois cet arrêt, on se dit qu'il est révolutionnaire et qu'il va très, très loin. Mais je pense en réalité que sa portée est plus limitée qu'il n'y paraît à la première lecture et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, de quoi était-il question? Alors, c'était un litige qui portait sur une succession contestée et il y avait une action en responsabilité qui avait été initiée devant les tribunaux français contre la société d'avocats espagnole PwC. Alors, PwC contestait à titre principal la compétence de la juridiction étatique française sur le fondement d'une clause compromissoire qui était stipulée dans le contrat qu'elle avait conclu donc avec ce fameux consommateur. Dans un arrêt de 2018, la Cour d'appel de Versailles s'était déclarée compétente malgré la présence de la clause d'arbitrage et elle l'avait qualifiée, cette clause d'arbitrage, d'abusive. Alors, un pourvoi a été formé contre cet arrêt de la Cour d'appel et dans ce pourvoi, donc c'est l'arrêt dont je vous parle du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et il a limité la portée du principe de compétence-compétence. Alors, juste un mot pour rétropédaler sur le principe compétence-compétence. Comme vous le savez, le principe compétence-compétence recouvre deux volets. Il y a un volet positif. L'arbitre a priorité pour se prononcer lui-même sur sa propre compétence. Donc, c'est à lui, normalement, qu'on doit poser la question de savoir s'il est ou non compétent. Ça, c'est le volet positif de compétence-compétence. Et il y a un volet négatif, c'est que les juridictions étatiques doivent, en principe, se dessaisir en présence d'une clause d'arbitrage. Et ça, c'est l'article 1448 du Code de procédure civile, qui est également applicable en matière internationale, en application de l'article 1506 du même code. Quel est le but de cette règle de compétence négative? Eh bien, c'est d'empêcher les manœuvres dilatoires d'une partie qui souhaiterait se soustraire à l'arbitrage. Mais attention, le principe compétence n'est pas absolu. Il y a plusieurs cas de figure dans lesquels le juge étatique peut retenir sa compétence, et c'est d'abord le cas si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable. Donc déjà, on avait déjà cette exception-là au principe de compétence. Ensuite, on sait aussi en lisant les différentes dispositions du Code de procédure civile que le principe de compétence n'est pas d'ordre public. On a deux dispositions du Code de procédure civile qui le laissent entendre, puisque les parties peuvent exclure le principe de compétence et aussi dans la partie du renvoi de l'article 1506, on voit que la clause qui est en matière interne réputée non écrite quand elle exclut le principe de compétence ne s'applique pas en matière internationale, ce qui veut dire a priori que les parties peuvent exclure le principe de compétence en matière internationale.
Donc, ça, c'est les limites qu'on connaissait déjà au principe compétence-compétence. Et il y a une limite supplémentaire que l'on connaissait également déjà, qui est une limite qui existe depuis les années 80, dans les rapports entre employeurs et employés. La clause d'arbitrage est inopposable au salarié, ce qui veut dire qu'il peut s'en prévaloir s'il le souhaite, mais qu'en revanche, l'employeur ne peut pas l'opposer à l'employé qui ne souhaiterait pas se voir opposer cette clause d'arbitrage. Tout ça, on connaissait déjà, et c'était les seules limites qu'on connaissait au principe de compétence-compétence et au principe de validité de la clause d'arbitrage. Alors, on a maintenant un revirement de jurisprudence avec cet arrêt PwC dont je vous parlais. Pourquoi? Parce que depuis un arrêt Jaguar de 1997, les juridictions françaises faisaient une application stricte du principe compétence-compétence en présence d'un consommateur. Concrètement, ça voulait dire qu'un consommateur qui avait dans son contrat une clause compromissoire devait d'abord saisir l'arbitre pour contester la validité de la clause d'arbitrage. Et ensuite, si l'arbitre reconnaissait que cette clause d'arbitrage était inapplicable ou nulle, à ce moment-là seulement, il pouvait aller devant le juge étatique. Cette solution était critiquée par la doctrine qui soulignait que l'arbitrage n'est pas forcément le mode de résolution des différends le plus adapté en présence d'une partie faible. En plus, depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2006, la position du droit français semblait difficilement conciliable avec le droit européen, puisque dans cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2006, la CJUE avait estimé qu'un consommateur attrait à l'arbitrage pouvait invoquer pour la première fois au stade du recours contre la sentence le caractère abusif de la clause. Donc, on voyait qu'il y avait quand même un caractère protectionniste en matière européenne qu'on ne retrouvait pas forcément en droit français. Et donc, on attendait de savoir s'il y allait y avoir une affaire qui donnerait l'occasion au juge français d'adapter sa jurisprudence, et c'est ce qu'il a fait avec cet arrêt PwC, puisque, comme je vous le disais, c'est un revirement. La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Versailles d'avoir écarté le principe compétence-compétence sur le fondement du droit communautaire en présence d'un consommateur avant d'examiner elle-même la validité de la clause d'arbitrage. Et c'est ici une nouvelle exception à l'aspect négatif du principe compétence-compétence, puisque en présence d'un consommateur dans le cadre communautaire, les juridictions étatiques françaises peuvent avoir à connaître de la validité ou non d'une clause d'arbitrage, et ce sont elles qui vont être amenées à se prononcer sur le caractère abusif ou non d'une clause compromissoire. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation n'a pas dit qu'elle estimait que la clause d'arbitrage était manifestement inapplicable ou manifestement nulle. On n'est pas dans le cadre de 1448 du Code de procédure civile. La solution, elle trouve sa justification dans les exigences du droit communautaire. Alors, l'avenir nous dira si cette solution qui concerne les consommateurs va aussi s'appliquer en dehors des consommateurs communautaire, c'est-à-dire est-ce que cette solution a aussi vocation à s'appliquer en présence d'un consommateur non communautaire? Ça, on ne le sait pas encore. Alors, comme je vous le disais, la solution adoptée ne va donc peut-être pas aussi loin qu'on aurait pu l'imaginer à la première lecture de l'arrêt. Ce que signifie cet arrêt, c'est que c'est au juge étatique de se prononcer sur la validité de la clause d'arbitrage opposée à un consommateur lorsque le droit communautaire est applicable. Et c'est ensuite au cas par cas que les juridictions françaises décideront si une clause d'arbitrage est abusive ou non. Certains regrettent que la Cour de cassation n'ait pas jugé, comme pour les salariés, que la clause d'arbitrage est inopposable au consommateur. Alors, ce serait à lui de décider si oui ou non il souhaite bénéficier de l'application de cette clause ou pas. Peut-être que la réponse
n'est pas très satisfaisante, effectivement, on peut se demander pourquoi on n'a pas exactement un régime calqué sur celui du salarié. On a une partie faible. Dans un cas de figure, celui du salarié, il peut choisir de former ses demandes sur le fondement de la clause d'arbitrage. Et dans un autre, celui du consommateur, en tout cas intra-communautaire, il semble ne plus pouvoir le faire et cela lui échappe complètement. Alors, sans vraiment plus de transition, je laisse la parole à Julie Spinelli qui va vous parler de l'actualité jurisprudentielle en matière de constitution du tribunal arbitral. Julie, c'est à toi. Merci, Chap. Oui, en effet, comme on l'a dit au début, on réserve les questions pour la fin. Donc, si vous avez des questions et que vous avez peur de les oublier, mettez-les dans le chat sur le côté et on y répondra à la fin de l'intervention. Alors, sur le sujet de la constitution du tribunal arbitral et plus précisément sur le thème de l'obligation de révélation, la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris a été dense depuis cette dernière année et depuis notamment le premier arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris en la matière, qui est désormais, vous le savez, la chambre compétente pour les litiges du commerce international et qui était l'arrêt Domo du 25 février 2020. Donc, depuis cet arrêt Domo, dans lequel la Cour d'appel de Paris et la Chambre commerciale internationale a donné son analyse sur l'obligation de révélation, il y a eu d'autres arrêts, je pense notamment à Soletange du 15 décembre 2020, Carlson Wagonlit Travels du 12 janvier 2021, il y a eu un arrêt Hop du 19 janvier 2021. Il y a eu l'arrêt Vidatel, dont je vais vous parler, du 26 janvier 2021, l'ERCO du 23 février 2021 et très récemment, la semaine dernière, un arrêt Zakem International Construction contre Sonatrach du 18 mai 2021. Alors, les arrêts Carlson Wagonlit, Hop et Soletanche sont assez classiques et ne bouleversent pas l'état du droit positif. Et donc, je propose de vous parler plutôt de l'arrêt Vidatel qui, lui, propose une évolution remarquable s'agissant de l'obligation de révélation et qui traite aussi d'un autre sujet très intéressant qui est l'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral. Vous savez, ce principe qui avait été consacré par la jurisprudence d'Utco. Comme depuis le début de la présentation, on a suivi le déroulé chronologique d'une procédure arbitrale, je commencerai par ce principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral et je finirai avec l'obligation de révélation. Donc, sur le principe d'égalité des parties, quels étaient les faits de cet arrêt pour bien comprendre la décision de la Cour d'appel? Il y avait une clause compromissoire qui avait été insérée dans un pacte d'actionnaires qui avait été conclu entre 4 actionnaires, sociétés actionnaires, tout actionnaire à 25% d'une société de téléphonie mobile en Angola, la société Unitel. Et dans ces 2 actionnaires, il y avait PT Ventures et Vidatel. Et cette clause compromissoire prévoyait un arbitrage CCI, siège Paris, avec la particularité d'avoir 5 arbitres, un arbitre par partie, donc 4, et un arbitre président. Les parties pensaient peut-être avoir, en décidant d'avoir 5 arbitres, anticipé justement le problème de l'égalité des parties dans la constitution du tribunal qui avait été résolu par l'arrêt d'Utco, ou enfin, plutôt posé par l'arrêt d'Utco, puisque chaque partie avait bien la possibilité de désigner son propre arbitre. Toutefois, ce qui est arrivé en l'espèce, c'est qu'une fois le litige né, le litige opposait d'un côté un seul actionnaire, PT Ventures, à 3 de ses associés qu'elle accusait de collusion dans la violation de ses droits. Et donc, en 2015, PT Ventures commence un arbitrage contre ses 3 associés. Et dans sa demande d'arbitrage, elle propose que le tribunal ne soit pas composé de 5 arbitres, mais de 3 arbitres, contrairement à ce que prévoyait la clause. Évidemment, les défendeurs, eux, voulaient chacun pouvoir nommer leur arbitre et insister pour que le tribunal soit constitué de 5 arbitres. Saisie alors de la difficulté, la CCI, et alors même que chaque partie avait déjà nommé un arbitre, la Cour d'arbitrage de la CCI écarte l'application de la clause et nomme d'office les 5 membres du tribunal arbitral.
Puis, en 2019, ce tribunal arbitral, donc directement constitué par la CCI, fait droit aux demandes de Pitty Ventures à hauteur de près de 650 millions de dollars et plus de 15 millions de dollars de frais d'avocat. Et Vidatel, un des 3 co-défendeurs, cherche donc à obtenir l'annulation de la sentence devant la Cour d'appel de Paris pour, ce qui est un peu surprenant, méconnaissance du principe de compétence tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral. Donc, elle mélange les 2 moyens de recours. Ce qui est un peu déroutant et ce qui a en fait été rejeté par la Cour d'appel de Paris, qui a considéré qu'il s'agissait bien d'un problème de constitution du tribunal arbitral et non pas un problème de compétence, et défaut d'indépendance de 2 des arbitres, et ça on va le voir dans un second temps. Et le 26 janvier 2021, la Chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris rejette le recours en annulation qui avait été formé par Vidatel. Alors, quels étaient les arguments des parties ? Vidatel, elle, soutenait que la CCI, en nommant elle-même les 5 arbitres, n'avait pas respecté l'accord des parties sur la constitution du tribunal arbitral, alors même qu'elle considérait que rien ne justifiait d'écarter les stipulations de la clause d'arbitrage, car l'application de la clause d'arbitrage revenait à maintenir l'égalité en faisant valoir que chacune des parties avait la possibilité de désigner son arbitre, qu'il n'existait en réalité pas d'unité entre les co-défendeurs et qu'elle n'avait pas réellement des intérêts concordants. Elle faisait valoir que l'égalité des parties était garantie par l'impartialité des arbitres une fois nommés, et enfin que le président, lui, avait un casting vote, un droit de veto, ce qui interdisait donc aux 3 co-arbitres des co-défendeurs d'imposer leur volonté aux 2 autres. Pitty Ventures, à l'inverse, répliquait que la CCI avait donc le pouvoir de constituer le tribunal arbitral, car une application littérale de la clause compromissoire aurait conduit en réalité à une violation du principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les 3 co-défendeurs avaient des intérêts convergents et donc auraient pu nommer 3 arbitres contre 1 pour le demandeur et auraient pu défendre une solution convergente tout du long. Donc, on est dans une situation différente de celle visée dans l'arrêt de Dutko, où là, la question dans l'arrêt de Dutko était de savoir s'il est possible de contraindre des défendeurs à se mettre d'accord pour désigner un arbitre en commun, là où le demandeur, lui, avait le libre choix. Et que nous dit la Cour d'appel dans l'arrêt Vidatel ? Alors, premier enseignement, la Cour constate, au paragraphe 64 et 65, si vous voulez aller lire l'arrêt, que l'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral ne s'analyse pas de façon identique au jour de la conclusion de la clause et au jour où le litige est né. Et si la clause peut paraître conforme au principe d'égalité dans un premier temps, donc au moment où la clause est conclue, elle peut le heurter dans un second temps, au moment où le litige est né. Et la Cour d'appel nous dit que c'est donc bien à la date où le litige est né et non à la date de la conclusion de la clause qu'il faut se situer pour s'assurer que l'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral est respectée. Et elle nous dit ensuite qu'il convient donc d'écarter la clause si, à la date du litige, elle n'est pas en mesure d'assurer des modalités de désignation compatibles avec ce principe d'égalité. Et dès lors que le litige, en l'espèce, opposait un demandeur à des défendeurs ayant des intérêts convergents, elle conclut qu'il est donc nécessaire d'écarter la clause sur le fondement du principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral. Deuxième enseignement de la Cour d'appel de Paris dans cet arrêt, c'est qu'une fois la clause écartée, la Cour d'appel vérifie la façon dont le tribunal a été réellement constitué. Et face à l'opposition des parties, la Cour d'appel constate que la Cour d'arbitrage de la CCI a proposé aux parties de rechercher un accord et ce à quoi elles ne sont pas arrivées. Et elle confirme qu'en application des dispositions du règlement CCI, l'article 11.6, 12.8 et 41, confronté à un échec et l'absence d'accord des parties, il incombait bien à la CCI en tant que centre chargé d'organiser l'arbitrage
compte tenu de l'opposition des parties, d'organiser les modalités de désignation des arbitres conformément à son règlement. Alors, le requérant Vidatel soulignait une lacune du règlement CCI à l'article 12 du règlement, qui, en effet, n'envisageait pas la possibilité pour la Cour d'arbitrage de pallier les difficultés de constitution du tribunal arbitral, d'un tribunal arbitral composé de 5 membres, mais seulement de 3 membres. Mais la Cour d'appel de Paris se rattrape aux branches et balaye d'un revers de main l'argument en faisant référence à un article 41 du règlement de la CCI qui, lui, autorise une interprétation utile du règlement et qui autorise donc une interprétation qui confère un effet utile plutôt qu'une interprétation qui ne permettrait pas au règlement de produire un quelconque effet. Et la Cour d'appel de Paris considère que la CCI devait procéder donc à la désignation et qu'elle devait procéder à cette désignation dans des conditions telles qu'elle permettait de satisfaire au principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres, ce qui suppose, elle clarifie, ce qui suppose la possibilité pour chaque partie de pouvoir participer de manière égale à la constitution d'un tribunal arbitral. Donc, le principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal n'est pas seulement un égal accès au tribunal arbitral, ce que permettait la clause, mais c'est surtout une égalité de traitement et la garantie de ne pas subir un désavantage procédural. Donc là, la Cour, dans cet arrêt, adopte clairement une conception large, une conception plus substantielle du principe d'égalité des parties, par opposition à une conception purement processuelle, selon laquelle il s'agirait simplement de s'assurer un égal accès au tribunal arbitral. Et la Cour affirme donc que la possibilité de participer à la constitution du tribunal arbitral n'est pas suffisante pour garantir l'égalité et qu'elle prend ouvertement en compte, en réalité, le risque de partialité des arbitres. Cette solution, en pratique, me paraît bien, même si elle est gênante, puisqu'elle part d'un postulat qui est que chaque arbitre est par nature le représentant de la partie qu'il a nommée, ce qui n'est pas en réalité le principe. Donc voilà pour le principe de l'égalité. Sur maintenant l'obligation de révélation des arbitres. Donc l'arrêt Vidatel propose une évolution remarquable. Alors, pareil, je vais vous recadrer un peu les arguments des parties pour bien comprendre. Donc, Vidatel reprochait à M. Ferraud, qui était un des 5 co-arbitres nommés, de ne pas avoir révélé ses liens avec, d'une part, M. Tanure, un actionnaire d'une société qui était elle-même actionnaire majoritaire de PT Venture, un des actionnaires à 25% de Unitel. Et elle lui reprochait également des liens avec des sociétés tierces détenues par M. Tanure, toujours le même, dont M. Ferraud, le co-arbitre, était le conseil habituel. Elle reprochait également à M. Ferraud, donc l'un des 5 co-arbitres, d'avoir été le conseil, et d'être toujours le conseil habituel de la banque Bank of New York Mellon Corporation, qui avait agi comme fiduciaire et agent payeur de la société OI, donc actionnaire majoritaire toujours de PT Venture, donc des liens indirects principalement. Elle reprochait également au président du tribunal arbitral de ne pas avoir déclaré que son cabinet avait travaillé pendant la procédure d'arbitrage pour une société du groupe, toujours le même groupe OI, une société PTIF, en tant qu'administrateur judiciaire de cette société, et qu'une sentence en réalité favorable pour le groupe OI aurait eu un effet bénéfique donc, sur la société dont son cabinet était administrateur judiciaire. PT Venture, elle, en réponse, affirmait que toutes ces informations étaient notoires et que les liens n'avaient donc pas à être révélés et que le devoir de curiosité des parties devait s'imposer non seulement avant le début de la procédure d'arbitrage, mais aussi pendant la procédure d'arbitrage, de sorte que Vidatel était donc irrecevable en sa demande et à se prévaloir de ce grief.
Donc, que nous dit la Cour d'appel dans cet arrêt? Donc, dans un premier temps, la Cour d'appel commence par rappeler le principe selon lequel l'arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité aux yeux des parties, ou qui pourrait être susceptible de l'affecter, et ce, avant ou après l'acceptation de sa mission. Bon, jusque-là, rien de nouveau, principe bien établi. Dans un deuxième temps, la Cour rappelle l'exception de notoriété. Donc, avant d'accepter sa mission, l'arbitre doit certes révéler toutes circonstances, mais il est dispensé de révéler les faits notoires, qui s'entendent comme ceux qui recouvrent les informations publiques aisément accessibles que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage. Et ça, c'est une définition qui avait été posée par la jurisprudence et confirmée par l'arrêt Domo de la Cour d'appel de Paris du 25 février 2020. Donc, principe, je révèle toutes circonstances. Exception, je ne révèle pas ce qui est notoire avant le début de la procédure arbitrale. Et à nouveau, jusque-là, rien de nouveau. L'exception de notoriété, donc, cesse une fois l'instance en cours. Une fois que l'instance est en cours, une fois que l'arbitre a accepté sa mission, là, l'arbitre doit faire état de toutes circonstances de même nature, nées après l'acceptation de sa mission, et même les faits notoires, même les circonstances notoires. Et la notoriété des faits révélés en cours d'instance arbitrale ne saurait être opposée donc à une partie à l'appui de la fin de non-recevoir visée par l'article 1466 du Code de procédure civile. Et là, à nouveau, jusque-là, rien de très nouveau. Mais donc, quel est l'apport de l'arrêt Vidatel? L'apport de l'arrêt Vidatel, c'est dans l'appréciation de la notoriété. Dans le cadre de son appréciation de la notoriété de certains faits, la Cour a notamment considéré qu'étaient notoires des informations qui avaient été publiées dans le Global Arbitration Review, qui est un peu le voici de l'arbitrage, mais qui est surtout en fait une revue payante et accessible sur abonnement. Donc, alors même que la définition de la notoriété, enfin des faits notoires, sont des informations publiques aisément accessibles, la Cour d'appel de Paris accepte de se fonder sur des faits qui sont contenus dans une revue payante et accessible sur abonnement. Le deuxième apport de l'arrêt s'agissant de la notoriété, c'est le timing de l'invocation de la notoriété. La notoriété ne sert qu'à déclencher un délai pour demander la récusation de l'arbitre. Or, la Cour a considéré, selon les principes de célérité et de loyauté, que Vidatel aurait dû réclamer des précisions aux arbitres pendant l'instance, en cas de doute sur l'incidence d'une circonstance dont elle avait pu avoir connaissance en cours d'instance sur l'indépendance d'un arbitre. Donc, l'arbitre, pendant l'instance, fait une déclaration. Vidatel ne demande pas plus de précision. Et une fois le recours, dans le recours en annulation, la Cour d'appel lui reproche donc de ne pas avoir été curieuse, de ne pas avoir été plus curieuse pendant l'instance et de ne pas avoir réclamé des précisions aux arbitres pendant l'instance. Donc, cela revient à ressusciter l'obligation de curiosité pendant l'instance, alors que jusqu'à présent, on avait donc distingué le avant-après l'acceptation de la mission. Avant, je n'ai pas besoin de révéler tout ce qui est notoire. Après l'acceptation de la mission, je révèle tout ce qui est notoire. Ici, donc, on ressuscite, la Cour d'appel ressuscite l'obligation de curiosité des parties pendant l'instance en considérant que le défaut de curiosité des parties était révélateur de ce qu'en réalité, les circonstances en question n'étaient pas de nature à créer un doute raisonnable dans l'esprit de Vidatel. Et cette résurrection de l'obligation de curiosité semble d'ailleurs avoir été confirmée dans un arrêt de la semaine dernière, l'arrêt Zakem International contre Sonatrach, dans lequel Chaparak, je pense ton cabinet défendait Zakem, et où la Cour d'appel a déclaré le requérant forclos, notant que l'information en question portait sur une affaire dont le co-arbitre avait déjà fait état dans sa déclaration initiale. Et la Cour considère que dès cette déclaration, la substance de cette information était donc connue de la société Zakem, laquelle n'a alors pas estimé utile de solliciter des précisions sur cette affaire, et notamment le nom précis des parties en cause, alors qu'elle concernait aussi la société B,
ni d'engager une procédure de récusation. Et ensuite, elle dit l'information apportée par l'article du GAR, là aussi, un article du GAR était en cause, n'était pas de nature à aggraver de manière significative les doutes de la société Zakem sur l'indépendance de l'arbitre et à faire renaître au bénéfice de celle-ci un nouveau délai pour solliciter la récusation de cet arbitre. Donc, il semblerait que cette résurrection de l'obligation de curiosité soit actée, du moins dans 2 arrêts consécutifs en 2021. Et dans un troisième temps, la Cour d'appel rappelle que le contenu de l'obligation de révélation n'est pas précisé par l'article 1456 du CPC. Et c'est vrai, il y a une obligation de révélation, mais le contenu de cette obligation n'est absolument pas codifié. Donc, quels faits doivent être révélés ? On doit révéler en fonction du lien avec le litige, ça c'est l'arrêt Domo qui nous le dit. Et dans l'arrêt Vidatel, on va le voir, et dans l'arrêt Lerco qui suit, on distingue entre les liens directs et les liens indirects. Donc, c'est le second apport de cet arrêt Vidatel en matière d'obligation de révélation, c'est la détermination des faits et le régime de l'obligation de révélation. Ce qui est original dans l'arrêt Vidatel, c'est que pour déterminer le contenu de l'obligation de révélation, la Cour d'appel utilise comme source primaire la note de la CCI envoyée aux parties et aux arbitres, et plus précisément les recommandations de la CCI sur les conflits d'intérêts et ce qui doit être révélé, et qui comporte 8 circonstances mettant l'arbitre ou son cabinet d'avocats en lien direct avec l'une des parties ou avec une société filiale de cette partie. Donc, 8 circonstances que la Cour d'appel d'ailleurs qualifie de causes réputées objectives, des circonstances dans lesquelles il y a un lien direct entre l'arbitre ou son cabinet d'avocats avec une partie ou avec une société filiale de cette partie. Ce qui est un peu surprenant, c'est que dans l'arrêt Lerco, qui intervient un mois plus tard, donc le 23 février 2021, la Cour ne fait pas référence à cette note, alors même qu'on est dans le cadre d'un arbitrage CCI. Mais cela peut s'expliquer par le fait que la révélation était antérieure à 2016 et qu'à cette date, la note de la CCI n'avait pas encore été diffusée aux parties. En revanche, dans l'ERCO, les 2 parties font référence au IBA Guidelines sur les conflits d'intérêts et la Cour a accepté de les considérer comme des marqueurs. Ce qui est intéressant. Et dans les arrêts Soletanche et Carlson-Bagerly, la Cour d'appel fait référence à la Case Information Sheet de la CCI, qui est le document qui est communiqué aux arbitres au début de tout arbitrage, dans lequel est listé non seulement les parties à l'arbitrage, mais toutes les parties tierces qui pourraient avoir un lien avec les parties à l'arbitrage. Donc, cette source, la note de la CCI, interroge, puisqu'elle pourrait donc impliquer que le contenu de l'obligation de révélation soit protéiforme, en tout cas pas uniforme en droit français, mais qu'elle dépende de l'institution qui a été choisie par les parties et du règlement d'arbitrage choisi par les parties, et donc que l'obligation de révélation soit modelée par la volonté des parties. Et la Cour d'appel pose un deuxième principe, c'est que sur la base de cette note de la CCI, la Cour réalise une distinction entre, donc je vous le disais, les faits qui sont visés par la liste, qui sont des liens directs, qui, eux, doivent être révélés, sauf s'ils sont notoires avant le commencement et avant l'acceptation de la mission par l'arbitre, et les faits qui ne sont pas visés par la liste, donc les liens indirects, qui ne doivent pas être révélés, eux, sauf s'ils sont de nature à créer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur son indépendance. Et la Cour d'appel donne la définition de ce qu'elle entend par doute raisonnable, un doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d'information raisonnablement accessibles. Et elle explique que pour être caractérisé, ce doute doit résulter d'un potentiel conflit d'intérêts dans la personne de l'arbitre, qui peut être donc soit direct, puisqu'il concerne un lien avec une partie, soit indirect, parce qu'il vise un lien d'un arbitre avec un tiers intéressé à l'arbitrage. Et elle clarifie que pour ces potentiels conflits indirects, l'appréciation du doute raisonnable dépendra notamment
de l'intensité et de la proximité du lien. Donc, ça reste une approche casuistique et ça restera difficile de pouvoir anticiper pour les arbitres ce qui aurait dû être révélé ou non. Et par ailleurs, c'est un régime qui sera appliqué, qui est applicable aux arbitres, qui sont sous la coupe de la CCI, dès lors que c'est un régime qui se fonde sur la note de la CCI pour distinguer les causes objectives des autres causes. Et donc, il subsiste un doute sur quel sera le régime ou quel est le régime applicable aux arbitres qui, eux, ne sont pas administrés par la CCI. D'autant que dans l'arrêt Lerco, la Cour n'a pas retenu le même régime et semble avoir abandonné la distinction entre cause objective et les autres causes pour revenir à l'exigence d'un doute raisonnable. Mais on l'a vu, c'était peut-être parce que à l'époque, dans les faits de l'espèce de l'arrêt Lerco, la note de la CCI n'était pas encore diffusée aux parties. Donc, c'est un régime complexe et pour l'instant, qui manque un peu de clarté. Est-ce qu'il va falloir automatiquement annuler la sentence pour un fait constituant une cause objective listée dans la note de la CCI, alors même que cette circonstance est ancienne et peu significative? Comment est-ce qu'on qualifie les tiers intéressés? Est-ce que les tiers intéressés listés dans la case information sheet de la CCI est limitative et est-ce que le fait qu'un tiers ne soit pas nommé dans cette liste exclut de considérer des liens avec ce tiers? Et toujours assez peu de clarté sur la notion de doute raisonnable. Mais ce qu'on remarque dans l'arrêt Vidatel et dans l'arrêt Lerco, c'est quand même une appréciation bienveillante à l'égard des arbitres et qui permet à chaque fois de sauver la sentence. Dans Vidatel, la Cour explique qu'il y avait 8 degrés de séparation entre l'arbitre et les parties, entre l'arbitre et les tiers intéressés. Et donc, elle a rejeté le recours de Vidatel. Dans Lerco, alors qu'un arbitre avait été nommé 20 fois par le même cabinet d'avocats, notamment dans de très gros dossiers, et que pendant l'arbitrage, il a été à nouveau nommé par le même cabinet et l'arbitre ne le révèle pas, la Cour d'appel a considéré que cela ne créait pas un doute raisonnable. Donc, l'appréciation du doute raisonnable est très exigeante. Voilà qui conclut sur la constitution du tribunal arbitral. Chap, je te repasse la parole pour le juge d'appui. Donc, effectivement, alors Julie vient de vous parler de l'affaire Vidatel sous l'angle de la constitution du tribunal arbitral. Et dans cette affaire, on voit qu'il y a 2 acteurs qui peuvent être amenés à aider, à débloquer la situation. Le premier acteur, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé dans Vidatel, c'est l'institution, puisque là, c'était la CCI qui avait essayé de sauver l'arbitrage en rééquilibrant la clause d'arbitrage qui pouvait être problématique. Et c'est un peu de cela dont il va être question dans les minutes qui viennent, puisque moi, je vais vous parler du rôle du juge d'appui et du principe de subsidiarité qui est applicable à sa fonction. Alors, en fait, comme je vous le disais, il y a 2 acteurs qui peuvent être appelés à intervenir. C'est, dans certains cas, l'institution elle-même. Et puis, quand il n'y a pas d'institution ou quand le règlement d'arbitrage qui s'applique ne prévoit rien, cette fonction-là peut être remplie par le juge d'appui et donc les juridictions étatiques. Alors, pour rappel, le juge d'appui, c'est un juge étatique qui a pour rôle de faciliter la procédure arbitrale en apportant son soutien, son aide lorsque cela est nécessaire au stade de la constitution du tribunal arbitral. Et le juge d'appui français est compétent dans 4 cas. Premièrement, lorsque l'arbitrage se déroule en France. Deuxièmement, si les parties sont convenues de soumettre le litige qui les oppose à la loi de procédure française. Troisièmement, si les parties ont donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale, qui est extrêmement rare. Et quatrièmement, si l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. Cette dernière hypothèse, elle résulte de la jurisprudence NIOC de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2005. Elle a été codifiée dans le Code de procédure civile
en 2011 avec la réforme qui avait eu lieu à cette époque-là. Alors, on a l'article 1454 du Code de procédure civile qui prévoit qu'en l'absence d'accord des parties, tout différend qui serait lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui. Donc, on le voit, le rôle du juge d'appui est doublement subsidiaire. D'abord, il n'est appelé à intervenir que si les parties ne parviennent pas à résoudre elles-mêmes la situation. Deuxièmement, il n'intervient que lorsque personne d'autre que lui n'est en charge d'organiser l'arbitrage. Concrètement, ça signifie que le juge d'appui n'interviendra que dans les arbitrages ad hoc ou quand on est dans un arbitrage institutionnel, uniquement si le règlement d'arbitrage ne prévoit pas que la mission en question relève de l'institution. Alors, j'en ai terminé avec mon rappel de la fonction du juge d'appui. Venons-en maintenant à l'actualité jurisprudentielle, puisque c'est cela qui nous intéresse. Et sur ce point, je vais vous parler d'un jugement du 16 avril dernier, donc du 16 avril 2021. Et dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire de Paris était appelé, en sa qualité de juge d'appui, à s'interroger sur sa compétence pour connaître de deux questions. La première, c'était la remise en cause de la décision de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI qui avait refusé d'étendre la clause d'arbitrage à des non-signataires. Et la deuxième question qui était posée au juge d'appui avait trait à la mise en cause de la responsabilité de l'arbitre. Alors, voyons d'abord ce que le président du tribunal judiciaire a décidé concernant le premier point. Dans l'affaire sous-jacente, dans l'arbitrage sous-jacent, on avait une demande d'arbitrage qui avait été dirigée contre 11 défendeurs. La Cour internationale d'arbitrage avait été saisie de cette question à titre prima facie, conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement d'arbitrage de la CCI, et il avait décidé d'exclure 9 de ces 11 défendeurs de la procédure d'arbitrage. Le demandeur n'était pas satisfait de cette décision et a donc saisi le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge d'appui afin de contester cette décision. Et le juge d'appui a relevé que la demande tendant à voir étendre la procédure d'arbitrage à tous les défendeurs visés par la demande d'arbitrage ne relevait pas de la compétence du juge d'appui. Alors, comment est-ce qu'il aboutit à cette conclusion? Eh bien, il dit que les décisions d'exclusion qui sont prises par la Cour internationale d'arbitrage en application du règlement d'arbitrage de la CCI ne caractérisent ni une carence du centre d'arbitrage, ni un déni de justice. Donc ça, c'était pour le premier point dont était saisi le juge d'appui. Comme je vous le disais, il était également saisi d'une deuxième question qui était une demande indemnitaire dirigée contre l'arbitre désigné par les défendeurs, et arbitre qui avait finalement retiré sa candidature. Sans surprise, vous l'aurez compris, le juge d'appui a aussi considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande qui visait à mettre en cause la responsabilité de l'arbitre, puisque les questions qui ont trait à la responsabilité de l'arbitre relèvent de la compétence des juridictions de droit commun et non de la compétence du juge d'appui, qui n'est là que pour débloquer des problèmes qui ont trait à la constitution du tribunal arbitral. Donc, cette décision récente confirme qu'en matière d'arbitrage institutionnel, la compétence du juge d'appui est subsidiaire et donc limitée. Alors, il y a une autre décision dont il faut que je vous parle, puisqu'elle fait partie de l'année qu'on a prise en compte avec Julie. C'est un arrêt du 6 avril 2020, donc un an plus tôt. Et rien d'extraordinaire là non plus. C'est la Cour d'appel de Paris qui rappelle que le juge d'appui ne peut pas enjoindre sous astreinte à une société de participer à la procédure arbitrale en cours, parce que de telles demandes ne relèvent pas de son champ d'application, de son pouvoir. Donc, encore une fois, tout cela n'est pas nouveau. Ça s'inscrit dans un courant jurisprudentiel
qui rappelle sans cesse quelles sont les fonctions précises du juge d'appui, qui rappelle sans cesse que celui-ci ne doit pas dépasser les missions qui lui sont conférées. Et je vais vous parler d'un arrêt qui n'est pas si récent que ça, mais c'est juste parce qu'il concerne le CMAP et donc je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un peu sur ce sujet également. C'était un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2017 qui s'était prononcé sur la question de savoir si un juge d'appui peut se substituer à l'institution d'arbitrage afin de déterminer le périmètre de l'arbitrage. Et dans cette affaire, donc comme vous l'avez compris, l'arbitrage devait se dérouler conformément au règlement du CMAP. Et le juge d'appui a jugé que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable à l'égard d'une actionnaire mineure. Donc, c'était une partie mineure qui avait été traite à l'arbitrage. Et donc, le juge d'appui a dispensé cette partie de participer à la procédure d'arbitrage. Cette décision n'a pas survécu à l'examen de la Cour d'appel de Paris, qui a infirmé l'ordonnance qui avait été entreprise par le juge d'appui au motif que ce n'est pas au juge d'appui de se substituer à l'institution d'arbitrage, donc ici le CMAP, pour se prononcer sur le périmètre de l'arbitrage. Et qu'en faisant cela, il avait excédé ses pouvoirs. En d'autres termes, dès lors que le tribunal arbitral est constitué, c'est à lui de se prononcer sur ces questions-là. D'accord ? Et s'il n'est pas encore constitué et qu'on a une clause d'arbitrage qui prévoit le recours qui prévoit que l'arbitrage va se dérouler sous l'égide d'une institution, que ce soit la CCI, la LCIA ou le CMAP, dans ce cas-là, c'est à l'institution, en premier lieu, de régler ces difficultés et le juge d'appui excéderait ses pouvoirs s'il se substitue à l'institution pour se prononcer sur le périmètre de l'arbitrage à l'égard de certaines parties. Donc voilà, c'était principalement ce dont je voulais vous parler sur l'actualité du juge d'appui. Donc vous l'aurez compris, il n'est pas investi d'une compétence générale pour trancher tous les litiges qui surviennent au cours de la procédure d'arbitrage. C'est un peu l'impression que certaines personnes semblent en avoir. Ce qui s'appelle juge d'appui, on se dit, allez, je vais m'appuyer sur lui dès que j'ai un problème. Non, il est uniquement compétent à titre supplétif et afin de pourvoir à la constitution d'un tribunal arbitral dans les cas que je vous ai énoncés au début et notamment en cas de déni de justice. Il n'est pas compétent quand on a une problématique qui porte sur l'exécution du contrat d'organisation de l'arbitrage par l'institution arbitrale. Il n'est pas compétent pour tout ce qui a trait à la responsabilité de l'arbitre. Julie, je vais désormais te laisser la parole. Je crois que tu voulais dire un mot en matière de contrôle de la compétence et parler de l'arrêt Schooner que je connais bien également puisque c'était une victoire obtenue par mon cabinet. Je te laisse la parole. Oui, alors sur le contrôle de la compétence, je voulais parler mais brièvement de Schooner et puis Chap, tu nous parleras de Rosuro. Schooner parce que c'est un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020 qui constitue un changement de cap jurisprudentiel s'agissant du rôle de la Cour d'appel en matière de recours en annulation et qui tend de fait à se rapprocher du régime général de l'appel. Alors, quel était le contexte? Pour la première fois, dans le cadre du recours en annulation, les parties ont invoqué des moyens nouveaux qui n'avaient pas été invoqués devant le tribunal arbitral. La Cour d'appel de Paris a fait application du courant jurisprudentiel applicable à l'époque et donc a rejeté ces moyens nouveaux car ces moyens n'avaient pas été soulevés devant le tribunal arbitral et ce fondé sur le code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, estimant que son contrôle plein en droit ne doit pas s'étendre uniquement aux éléments intrinsèques de la sentence, ni à l'ensemble des circonstances débattues devant le tribunal arbitral, mais que ce contrôle doit s'étendre à la globalité du litige, tous les faits et tous les droits, et que dès lors tous les moyens et les éléments nouveaux peuvent être débattus devant le juge de l'annulation, même si ces moyens et ces éléments nouveaux n'ont pas été débattus devant le tribunal arbitral. Alors cet arrêt
semble quelque peu affaiblir le principe de compétence-compétence, qui donne priorité à un tribunal arbitral de se prononcer sur sa compétence et sur la base des arguments des parties. Cet arrêt semble également un peu risqué puisqu'il risque de changer un peu le raisonnement des arbitres sur les questions de compétence. Est-ce que les arbitres vont se mettre à soulever et à relever d'office des points sur la compétence qui n'auraient pas été soulevés par les parties de peur de voir leur sentence annulée plus tard pour ne pas avoir ne pas avoir traité un point relevant de sa compétence soulevé devant lui. Et par ailleurs, est-ce que cette jurisprudence ne va pas inciter une attitude déloyale des parties qui tenterait de conserver des éléments et de les invoquer seulement pour la première fois devant le juge du recours en annulation? On sait que pour l'ordre public international, les parties ont été autorisées à invoquer des moyens nouveaux devant le juge de l'annulation. Et désormais, on sait que pour la compétence, c'est également possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer les moyens non invoqués de manière déloyale et les moyens qu'il est légitime de n'avoir soulevés pour la première fois devant le juge de l'annulation? Toutes ces questions restent ouvertes et on attend la prochaine décision de la Cour de cassation. En tout cas, dans l'arrêt Vidatel, la Cour d'appel semble s'être pliée à la jurisprudence de la Cour de cassation puisqu'elle a rappelé et elle a rappelé l'attendu de principe de la Cour de cassation et elle en a fait sa jurisprudence. Elle a accepté alors même que c'était une cassation de son arrêt. Donc, désormais, l'arrêt Schooner est la jurisprudence applicable. Alors, il y a déjà globalement une question qui se pose et notamment outre-Manche où on commence à se poser la question de savoir si Paris est toujours une place favorable à l'arbitrage à la suite de cet arrêt notamment. Chap, je te laisse compléter avec Rosuro sur le contrôle de la compétence. Alors, merci Julie. Alors oui, effectivement, je vais vous parler de l'arrêt rendu dans l'affaire Ruzoro où on aurait pu se poser la même question que celle que vient de poser Julie quand on voyait l'arrêt de la Cour d'appel et fort heureusement, la Cour de cassation a bien fait son travail, me semble-t-il. Alors encore une fois, c'est une affaire que je connais bien puisque j'ai été le conseil de Ruzoro et je vous avoue que pas un seul moment j'ai pensé, au moment où je représentais Ruzoro devant la Cour d'appel, que les moyens qui étaient soulevés par le Venezuela auraient pu emporter la conviction des juridictions françaises et pourtant tel a été le cas devant la Cour d'appel. Alors, on peut résumer comme suit l'apport de cet arrêt qui date donc du 31 mars 2021 de la première chambre civile de la Cour de cassation. La Cour de cassation tape sur les doigts de la Cour d'appel qui avait annulé une sentence sur le fondement de l'incompétence des arbitres, alors que ce qui était en cause n'était clairement pas une question de compétence, mais une question de recevabilité, ou plus précisément une question de prescription. Alors, juste pour vous faire un petit résumé, Ruzoro a pour activité l'exploitation de mines aurifères au Venezuela. Elle a acquis des participations majoritaires dans plusieurs sociétés vénézuéliennes détentrices de concessions minières et de permis d'exploitation et d'exploitation d'or. En 2011, le Venezuela a décrété la nationalisation des activités aurifères et, faute d'accord sur les modalités de transfert, les droits miniers de Ruzoro et de ses filiales se sont éteints. Ruzoro a saisi un tribunal arbitral sur le fondement du traité bilatéral d'investissement entre le Canada et le Venezuela. Et une sentence a été rendue en 2016, au terme de laquelle le tribunal arbitral a jugé que le Venezuela avait violé le traité en expropriant l'investissement de la société Ruzoro sans indemnité. Le Venezuela a formé un recours en annulation contre la sentence devant la Cour d'appel de Paris et c'est l'arrêt que je critiquais tout à l'heure qui a été rendu le 29 janvier 2019. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a annulé partiellement la sentence. En gros, pour vous dire les choses, elle a annulé les dommages et intérêts accordés. Donc, on se retrouve avec une sentence qui donnait raison
à Rusoro, mais on coupe le milliard d'euros qui avait été octroyé par les arbitres. Donc, autant vous dire que ce n'est pas une solution très satisfaisante. Mais donc, elle annule la sentence, la Cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 1520-1 du Code de procédure civile, au motif que les arbitres s'étaient déclarés à tort compétents à l'égard de faits qui auraient été connus de l'investisseur, nous disait la Cour d'appel de Paris, depuis plus de 3 ans, lorsque le litige leur a été soumis. Et pourtant, si on lit la sentence arbitrale, le tribunal arbitral avait pris le soin d'énoncer qu'il n'était pas compétent, en vertu du traité, pour avoir à connaître des faits reprochés au Venezuela qui s'étaient déroulés plus de 3 ans avant la saisine du tribunal arbitral. Donc, le tribunal avait clairement tranché cette question, avait dit « je ne suis pas compétent ». Alors, que reprochait réellement la Cour d'appel de Paris à la sentence des arbitres? Eh bien, lui reprochait d'avoir pris en compte, pour calculer les dommages et intérêts alloués à Rusoro, la valeur de celle-ci plus de 3 ans avant la saisine du tribunal arbitral. En fait, c'était dans le calcul des dommages et intérêts. Un des éléments qui avait fait l'objet d'une pondération était la valeur de la société avant les mesures d'expropriation. Et là, la Cour d'appel de Paris annule la sentence en disant « violation de la compétence du tribunal arbitral, vous ne pouviez pas prendre des éléments qui étaient antérieurs de 3 ans ». Alors, fort heureusement, la Cour de cassation a rectifié le tir et elle a sanctionné la Cour d'appel en lui disant « vous avez assimilé une question de prescription à une problématique de champ d'application, disons, vous avez assimilé une question de prescription à une question de compétence pour annuler à tort une sentence arbitrale. » Et la Cour de cassation énonce clairement que les délais de prescription prévus au sein du traité ne constituent pas une exception d'incompétence, mais une question relative à la recevabilité des demandes qui ne relève pas de l'article 1521 du Code de procédure civile. Alors, en l'occurrence, dans cette affaire-là, l'arbitre n'avait pas fait n'importe quoi. C'était la Cour d'appel qui méritait de se faire sanctionner. Dans certains cas, c'est les arbitres qui voient leur sentence annulée et lorsque tel est le cas, les parties peuvent vouloir engager leur responsabilité. Et donc, Julie va clôturer ce webinaire en vous parlant d'un jugement qui a été rendu à propos de la responsabilité de l'arbitre. C'est donc notre 5e thématique. Oui, je vais vous parler de l'arrêt Buzzware, l'arrêt du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2021, Buzzware. Et je clarifie, puisqu'il y a eu un arrêt de Cour d'appel de Paris et un arrêt de la Cour de cassation sur un recours en annulation Buzzware. Donc, le 31 mars dernier, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé sur la question de la compétence de la juridiction susceptible de connaître d'une action en responsabilité d'un arbitre. Donc, quels étaient les faits? Vous aviez 2 sociétés de droit étrangères qui avaient conclu 2 contrats relatifs à de la distribution de pièces détachées et de véhicules. Et ces accords étaient soumis à des clauses compromissoires qui prévoyaient arbitrage Paris, CCI, application droit allemand. Une sentence avait été rendue à la suite d'un différend relatif au non-renouvellement de ces 2 accords. Et la sentence a été annulée par la Cour d'appel de Paris, qui avait estimé qu'un des arbitres n'avait pas satisfait à son obligation de révélation des liens qui unissaient son cabinet d'avocat pour lequel il travaillait à une des parties à l'arbitrage. Et l'arrêt de la Cour d'appel avait été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2019. Et à la suite donc, de ce recours en annulation victorieux, une des parties, dans ce contexte, a recherché la responsabilité de cet arbitre et a recherché la responsabilité de l'arbitre devant la juridiction parisienne. L'arbitre, lui, pour se défendre, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française, faisant valoir que le règlement bruxellois était applicable à l'action en responsabilité dirigée à son encontre et que ce règlement désignait les juridictions allemandes comme étant les juridictions compétentes pour connaître de ce litige.
D'abord sur l'applicabilité du règlement bruxellois, parce que ça pose quand même question, puisque vous savez qu'il y a une exclusion de tout ce qui relève de l'arbitrage, une exclusion du règlement. L'arbitre, lui, faisait valoir que l'exclusion relative à l'arbitrage ne couvrait que les procédures qui concourent à la réalisation de l'arbitrage ou qui l'affectent, ce qui n'est pas le cas de l'action en responsabilité de l'arbitre exercée après l'arbitrage. La société de Mandres, elle, prétendait évidemment que cette exclusion devait couvrir l'ensemble des actions et des demandes accessoires à l'arbitrage, dont l'action en responsabilité contre l'arbitre qui est liée à la contestation de la sentence et qui a pour l'origine la constitution irrégulière du tribunal arbitral, et elle se fondait notamment sur l'arrêt West Tankers, qui tombait, dans lequel la CJCE avait considéré que des actions, des anti-suit injunctions rentraient dans le champ de l'arbitrage. Et le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'action en responsabilité de l'arbitre, fondée sur la mauvaise exécution des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'arbitre, avait un objet distinct de l'arbitrage et donc ne relevait pas de l'exclusion de l'arbitrage qui est prévue à l'article 1, paragraphe 2D du règlement Bruxelles 1 bis. Il est parti donc de cet article et ensuite, en citant ensuite l'arrêt Marc Rich de 91 et Westnaker de 2009. Et le tribunal a considéré que dès lors que l'action qui lui est soumise ne portait pas sur la constitution du tribunal arbitral, la convention d'arbitrage ou la sentence arbitrale, elle n'entrait pas dans le champ de l'exclusion posée par l'article 1.2 bis. Ensuite, sur la juridiction compétente en application de Bruxelles 1 bis, donc les parties s'accordaient sur la qualification de contrat de prestation de service, donc ce n'était pas le sujet, mais il s'agissait de déterminer en application de l'article 7.1b du règlement Bruxelles 1 bis quel était le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis. L'arbitre faisait valoir que les 3 arbitres résidant en Allemagne et les audiences et les délibérations s'étant tenues en Allemagne, l'essentiel des prestations requises de l'arbitre avait été effectué en Allemagne, de sorte que la juridiction française devait se déclarer incompétente. Quand bien même le siège de l'arbitrage avait été fixé dans l'acte de mission et dans la clause à Paris, l'arbitre faisait valoir qu'il s'agissait que le siège, il s'agissait d'une fiction juridique qui ne devait pas être confondue avec le lieu des opérations de l'arbitrage et le lieu de la prestation des arbitres, et c'était assez smart, que retenir le lieu du siège de l'arbitrage pour désigner le juge compétent pour connaître de l'action en responsabilité de diriger contre l'arbitre revenait à stipuler en réalité une clause attributive de juridiction qui ne remplissait pas les conditions de validité des clauses attributives de juridiction sous le règlement Bruxelles 1 bis. En réplique, la société de Mandres, elle, répondait que le tribunal compétent était celui du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, et qu'en vertu du contrat d'arbitrage, l'arbitre avait fourni ou aurait dû fournir les services à Paris, siège de l'arbitrage. La décision du tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire a décidé que la juridiction compétente pour connaître de cette action était, conformément à l'article 7, paragraphe 1b du règlement, celle du lieu où l'arbitre a effectivement et de manière prépondérante déployé son activité d'arbitre. Et donc, elle a recherché concrètement les éléments permettant de caractériser le lieu d'exécution effectif de la prestation intellectuelle de l'arbitre, et elle a considéré que celui-ci était situé en Allemagne, et elle s'est donc déclarée incompétente pour connaître de l'action en responsabilité de l'arbitre dont il avait été saisi. Le tribunal a refusé de tenir compte du siège de l'arbitrage qui était situé à Paris, en considérant que ce lieu était fictif, ce qui est un terme un peu excessif,
et que la commune intention des parties n'était pas de faire du lieu de l'arbitrage celui du lieu d'exécution effectif de l'arbitrage. Et donc, il a recherché le lieu dans lequel l'arbitre avait effectivement réalisé de manière prépondérante sa prestation intellectuelle d'arbitre et a retenu que donc c'était l'Allemagne, en se fondant notamment sur le temps passé en Allemagne, sur le lieu de résidence de l'arbitre, le lieu de déroulement des réunions entre l'arbitre, enfin entre les trois arbitres, et le lieu des audiences. Alors, on comprend bien et on voit bien la dichotomie qui est saine entre le siège de l'arbitrage et le lieu des opérations de l'arbitrage et le lieu où l'arbitre a effectivement réalisé sa prestation intellectuelle d'arbitre. Et on peut comprendre en l'espèce la décision du tribunal judiciaire. Ce qui est un peu plus problématique, c'est qu'on peut imaginer que cette décision sera difficilement applicable à un cas d'espèce où, par exemple, vous avez des arbitres dans plusieurs pays et qui délibèrent et qui tiennent les audiences sur Zoom. Et là, enfin sur Zoom ou peu importe, une pleine forme virtuelle. Et là, ça sera plus difficile d'appliquer cette décision du tribunal judiciaire à un tel arbitrage. Voilà. Et ça conclut donc mon propos sur ce point et notre conférence. Et donc, on peut passer aux questions, si vous en avez. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui me posent. Alors, j'en ai vu une substantielle qui portait sur l'estoppel. Et donc, la question était estimez-vous que le principe d'estoppel a été affaibli par certaines des décisions que vous venez d'énoncer? C'est une question qui nous est posée par Daniel Mirek. Voilà. Julie, tu veux commencer? Tu veux que je commence comme tu veux? Ah ben oui, c'est l'arrêt Schooner et l'article 466 en effet qui nous dit que sauf à avoir soulevé une irrégularité pendant la procédure arbitrale, on ne peut plus la soulever dans le recours en annulation. Clairement, Schooner revient sur ce principe avec, dans l'arrêt Vidatel, une précision apportée par la Cour d'appel de Paris qui nous dit, alors certes, en matière de compétences, il est possible de soulever des arguments qui n'avaient pas été soulevés devant le tribunal arbitral et il est possible pour le juge du contrôle d'en connaître. En revanche, la Cour d'appel clarifie que ce n'est pas le cas, notamment pour les arguments relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Donc, il y a un distinguo et on voit bien que c'est à raison du contrôle plein et entier opéré par le juge du contrôle sur la compétence qu'on a le droit de soulever des arguments nouveaux, mais je suis d'accord que ça met à mal le principe d'estoppel. Après, pour apporter un peu un contrepoids, alors ce n'est pas sur l'estoppel à proprement parler, mais effectivement, si on considère, et c'est le cas en France, que le juge de l'annulation doit pouvoir apprécier dans sa totalité la compétence et donc la question est complètement ouverte devant lui, aussi bien en fait qu'en droit, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement-là, ce n'est pas totalement absurde de considérer qu'on pourrait effectivement soulever des nouveaux arguments qui ne l'auraient pas été auparavant, puisqu'en fait, c'est une recherche de l'absolue vérité, quelque part, que fait le juge. Alors, on peut après s'interroger sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ça dépasse ce cadre et effectivement, on pourrait se demander si... la Cour d'appel de Paris a aujourd'hui les moyens de mener à bien une telle recherche de l'absolue vérité. Quand on parle de compétences, on parle d'ordre public international. On sait que devant la Cour d'appel de Paris, une affaire va se plaider en tout et pour tout maximum 1 heure, 1 heure et demie, alors que devant les arbitres, il y aura eu 1 ou 2 semaines de débat. On peut s'interroger sur le fait de savoir si c'est une solution qui est adaptée ou pas. Et si il ne faudrait pas à ce moment-là, si on considère qu'on rouvre tout, donner les moyens qui vont avec cette ouverture totale et permettre à la Cour d'appel
de faire une vraie audience comme en arbitrage avec des interrogations de témoins, etc. Après, une manière de réconcilier l'arrêt Schooner avec le principe d'Estoppel, c'est aussi de rappeler que 1466 semble s'appliquer, et le principe d'Estoppel de manière générale semble s'appliquer à des irrégularités procédurales plus qu'à un argument ou des moyens nouveaux de compétence. Ça fait. Marie, je ne sais pas si vous essayez de nous parler. Voilà. Si, oui, je ne vais pas enlever mon micro, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions à arriver de la part des participants? Je n'ai pas l'impression. On a été très clair. Voilà. Vous avez été formidable. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas, je vous propose, puisque le timing est quasiment tenu, 2 minutes près, qu'on clôture ce mardi. Merci beaucoup à Julie et à Chaparac pour leur intervention très très claire et très exhaustive. Cette petite mise à jour qui ne fait de mal à personne en matière d'arbitrage. Et pour les participants, si vous voulez revivre des mardis, vous avez accès sur notre chaîne YouTube aux mardis qui ont déjà eu lieu. Avec Chaparac et Julie, on verra si on peut diffuser celui-ci. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux pour suivre notre actualité. Il y a un prochain mardi qui aura lieu en juin sur… le thème, c'est sur la médiation sociale. Et sinon, on se retrouvera à partir du mois de septembre pour des nouveaux petits déjeuners en arbitrage. Voilà. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous les participants. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.